30 millions de lignes du noyau Linux passées au crible par une intelligence artificielle en quelques jours, des dizaines de failles trouvées, des correctifs proposés dans la foulée, la promesse, réparer les logiciels du monde plus vite qu'on ne les attaque. Et si c'était l'inverse qui se jouait? Épisode Patch de planète, l'IA qui corrige les failles. Chapitre 1 La machine qui répare à la chaîne. Un programme dévoilé un lundi de juin et un chiffre qui donne le vertige avant qu'on en mesure le revers. Reprenons depuis la scène. Le 22 juin 2026, OpenAI dévoile un programme au nom de slogan Patch the Planet, patcher la planète, corriger les failles du monde entier. Selon l'annonce d'OpenAI, reprise par le site The Hacker News, le programme s'appuie sur un nouveau modèle baptisé GPT-5.5 Cyber, présenté comme leur meilleur outil pour dénicher et réparer les vulnérabilités logicielles, capables de tenir une analyse en profondeur sur d'immenses bases de code. Et les chiffres donnent le vertige. 30 millions de lignes du noyau Linux scannées, le cœur logiciel qui fait tourner la quasi-totalité des serveurs de la planète. À la sortie, 8 preuves d'exploitation sur des fuites de mémoire et 24 autres sur des prises de contrôle locales. Dans la foulée, 6 failles dans DNS-Mask, une brique réseau qu'on retrouve dans des millions de box et de routeurs, une attaque par saturation, baptisée HTTP2 bombe, qui frappe d'un coup les plus grands serveurs web du marché, 5 trous exploitables dans le moteur de Chrome, plus de 10 dans celui de Safari, trouvés en une seule semaine. Posez bien le contraste d'échelle. D'un côté, une machine qui avale des millions de lignes pendant que vous dormez. En face, le geste minuscule et lent du correctif, écrit et testé à la main. Et ce ne sont pas des projets de laboratoire. Les premiers logiciels passés au crible portent des noms que tout informaticien connaît. Curl, qui transporte des données dans presque chaque appareil connecté, ou la bibliothèque de cryptographie qui chiffre nos échanges les plus sensibles. Le langage Python lui-même figure parmi les partenaires. OpenAI insiste sur un garde-fou. Chaque trouvaille passe sous les yeux d'ingénieurs humains de la société Trail of Bits avant d'atterrir chez le responsable du logiciel. La machine cherche, l'humain valide et le correctif n'est proposé qu'une fois vérifié. Voilà ce qui bascule vraiment. On quitte la démonstration de laboratoire pour un déploiement sur l'infrastructure réelle du monde. Et OpenAI n'avance pas seul sur ce terrain. Le site The New Stack raconte la même semaine un duel. Daybreak, le programme d'OpenAI, face à Glasswing, celui d'Anthropic, branché sur son modèle Mythos et déployé chez plus de 150 organisations, dont Apple, Google et Microsoft. En quelques semaines, la cyberdéfense par IA est devenue un marché disputé entre les deux plus grands laboratoires de la planète. Et c'est là que la question commence, parce qu'une intelligence capable de trouver une faille est, par construction, capable de l'exploiter. Alors cette puissance répare-t-elle le monde ou apprend-elle surtout à le casser plus vite? Chapitre 2 L'attaquant n'a besoin que d'une faille. Une vieille asymétrie de la sécurité que la vitesse de la machine vient réveiller. Pour comprendre l'enjeu, il faut saisir une règle aussi vieille que la sécurité informatique. Une asymétrie brutale. Imaginez un château aux 10 000 fenêtres. Le gardien doit toutes les verrouiller chaque soir sans en oublier une seule. Le cambrioleur, lui, n'en essaie qu'une à la fois et il a toute la nuit devant lui. Voilà la sécurité résumée en une image. Le défenseur doit fermer toutes les portes, l'attaquant n'a besoin d'en trouver qu'une entrouverte. C'est ce déséquilibre qui fait que défendre coûte toujours plus cher qu'attaquer et que les défenseurs ont toujours été en sous-nombre. À la fin des années 1990, la communauté s'est déchirée sur une question simple. Quand on découvre une faille, qu'en fait-on? Les partisans de la divulgation totale la publient au grand jour pour forcer l'éditeur à corriger sous la pression. En face, on plaide pour la discrétion. Prévenir l'éditeur, attendre tranquillement le correctif, ne rien dire à personne. De ce bras de fer est né un compromis qu'on a appelé la divulgation responsable, incarné plus tard par l'équipe Project Zero de Google, née en 2014. On prévient l'éditeur et on lui laisse 90 jours. Passé ce délai, on publie, correctif ou pas. L'idée, c'est de poser une horloge sur la réparation pour que personne ne dorme sur une faille connue. Mais toute cette mécanique a été pensée pour un rythme humain. Un chercheur trouve une faille, parfois en quelques semaines, l'éditeur met des mois à corriger et le monde suit tant bien que mal. Que se passe-t-il quand la machine déniche 100 failles dans le temps qu'il fallait pour en traiter une? Voilà le pari optimiste. Si les défenseurs ont toujours été trop peu nombreux et trop lents, une IA infatigable pourrait enfin leur faire rattraper leur retard
et déverser des correctifs sur le monde plus vite que les attaquants n'y déversent des attaques. C'est exactement ce que vend Patch de Planète, une bascule historique en faveur de celui qui protège. Sauf que l'horloge des 90 jours suppose qu'il y a, au bout, quelqu'un pour réparer. Si la découverte s'industrialise pendant que la réparation reste artisanale, l'asymétrie ne s'efface pas, elle s'aggrave. La machine sert alors d'abord celui qui n'a besoin que d'une porte ouverte. Tout dépend donc d'une seule variable, qui reçoit cette puissance en premier et à quelle vitesse il peut s'en servir. La vraie question n'est pas la puissance du modèle, mais de savoir qui dégaine le premier. Chapitre 3. Le monde tient sur des bénévoles. Derrière les logiciels les plus critiques, parfois une seule personne et pas de salaire au bout. Et c'est ici que le sujet devient vertigineux. Parce que ces logiciels qu'on vient de cribler de failles, qui les répare au juste ? On imagine des armées d'ingénieurs payés par des géants, la réalité est tout autre. Une grande partie de l'infrastructure numérique du monde repose sur des logiciels libres tenus par des bénévoles. Parfois une seule personne, le soir, après sa journée, sans toucher un centime. Il existe un dessin célèbre chez les informaticiens. Tout l'édifice numérique moderne représenté comme un empilement de briques, et tout en bas, une minuscule pièce maintenue depuis des années par un anonyme quelque part dans le Nebraska. Retirez la pièce, et l'édifice entier s'effondre. Souvenez-vous de Heartbleed. En 2014, une faille béante s'ouvre dans OpenSSL, la brique qui chiffrait les communications de plus de la moitié du web. On découvre alors que ce logiciel vital était maintenu, pour l'essentiel, par une poignée de bénévoles, dont un seul à plein temps, avec quelques milliers de dollars de dons par an. La planète entière reposait sur leurs épaules, et personne ne les payait. Le vertige est là, pas dans le code. Il a fallu ce désastre pour que les géants de la tech se cotisent enfin et financent ces fondations oubliées. Rebelote en 2021 avec Log4Shell, un défaut dans un petit composant Java présent absolument partout, qui a fait passer un week-end blanc à tous les services de sécurité du monde. Et puis, 10 ans après Heartbleed, en 2024, l'affaire XZ-Utils. Là, un attaquant patient s'est fait passer pour un contributeur serviable pendant près de 2 ans. Il a gagné la confiance d'un mainteneur épuisé sur un outil minuscule mais omniprésent, jusqu'à obtenir les clés du projet, et glisser une porte dérobée dans des millions de systèmes, le tout découvert par hasard, par un ingénieur intrigué qu'un programme réponde une demi-seconde trop lentement. Voilà le terrain réel sur lequel atterrit Patch de Planète. Maintenant, posez la machine par-dessus. Elle déverse des dizaines, demain des milliers de rapports de failles sur ses bénévoles. Or, trouver une faille est devenu presque gratuit, alors que la réparer coûte toujours du temps humain, rare et fatigué. Chaque rapport doit être compris, puis corrigé à la main, un par un. Pour un mainteneur seul, un afflux de failles trouvées par IA peut devenir non pas un cadeau, mais une noyade, un de plus à craquer, et c'est une brique de l'édifice qui lâche. C'est pourquoi OpenAI met en avant sa revue humaine et un nombre limité de projets partenaires, comme Qurl ou Python. La vraie variable, ce n'est pas combien de failles la machine trouve, c'est combien de mains humaines et payées il y a au bout pour les refermer. Chapitre 4. La même clé ouvre et ferme. Un outil qui répare, c'est forcé, et c'est l'État maintenant qui s'en mêle. Reste le cœur du problème, celui qu'aucune communication ne peut effacer, le double usage. Un modèle entraîné à trouver et corriger des failles et, dans le même mouvement, un modèle entraîné à les exploiter. La même clé ouvre la porte et la referme. C'est pour ça qu'Anthropic, selon The New Stack, a choisi la prudence. Son modèle Mythos reste réservé à un cercle trié de partenaires vérifiés au nom du danger d'un raisonnement offensif trop puissant. OpenAI vise plus large, en pariant sur des contrôles d'accès et de la vérification pour ouvrir le robinet sans le laisser fuir. Le plus révélateur, c'est que des géants de la sécurité comme Cisco ou CrowdStrike font tourner les deux programmes en parallèle sans choisir leur camp. Même eux préfèrent ne dépendre de personne. Deux écoles rivales et pourtant un même aveu. Cette capacité est trop dangereuse pour être ouverte à tout le monde. Et quand une capacité devient stratégique, l'État entre en scène. Le 2 juin 2026, la Maison-Blanche signe un décret sur l'innovation et la sécurité de l'intelligence artificielle. Au programme, durcir les défenses informatiques de l'État fédéral grâce à l'IA et poursuivre pénalement, en priorité, ceux qui s'en servent pour attaquer. Le texte prévoit aussi un accès anticipé des agences fédérales aux modèles de pointe jusqu'à 1 mois avant leur sortie publique sur des échéances serrées. Autrement dit, Washington reconnaît noir sur blanc qu'un modèle de cybersécurité n'est pas un produit comme les autres. C'est une arme à double tranchant qu'il faut encadrer. On a déjà vu ce film.
Pendant la guerre froide, le chiffrement puissant était classé comme une munition, interdit d'exportation, réservé à quelques alliés triés. L'idée revient, transposée au modèle. Garder la pleine capacité dans des mains sûres et la rationner partout ailleurs. Mais un logiciel n'est pas un missile. Il se copie et il fuit, et rien n'empêche un concurrent de le réentraîner ailleurs. La question qui hante les défenseurs tient en une phrase. Combien de temps tient un cercle de confiance quand l'objet qu'il protège peut se glisser dans un simple fichier? Tant que la capacité offensive reste rare et chère, le pari défensif tient. Le jour où elle se banalise, c'est l'asymétrie du château aux 10 000 fenêtres qui revient nous mordre, mais cette fois à la vitesse de la machine. Chapitre 5. Votre grille de lecture. Quelques questions à poser dans 6 mois pour savoir de quel côté penche la balance. Alors comment un dirigeant ou un responsable sécurité doit-il lire tout ça, sans céder ni à l'émerveillement ni à la panique? Je vous propose une grille, quelques questions à se poser dans 6 mois pour savoir si la balance a vraiment penché du bon côté. Commencez par suivre l'argent. Est-ce que les géants qui déploient ces modèles financent vraiment les bénévoles de l'open source, ceux du Nebraska dont dépend l'édifice? Si oui, la machine devient un cadeau. Sinon, on aura juste appris à trouver des bombes sans payer les démineurs. Et ça ne se lit pas dans les communiqués, mais dans les contrats de maintenance et les salaires effectivement versés. Vient ensuite la question de la divulgation. Tant que les failles passent par une revue humaine et un délai avant publication, le défenseur garde une longueur d'avance. Le jour où des modèles équivalents sans aucun garde-fou circulent librement, cet avantage s'évapore. Regardez donc qui obtient la pleine capacité et à quelles conditions. La dernière question est la plus difficile à trancher. La capacité offensive va-t-elle se banaliser? Un seul modèle de classe cyber qui fuite ou qu'un concurrent réplique en libre accès et tout l'édifice du cercle de confiance s'effondre d'un coup. Pour votre organisation, la traduction est très concrète. N'attendez pas de l'IA qu'elle sécurise magiquement votre code. Cartographiez plutôt vos dépendances, ces briques libres et gratuites que vous utilisez sans même y penser. Et demandez-vous qui les maintient et ce qui se passe le jour où cette personne décroche. Cette cartographie-là, aucune IA ne la fera à votre place et c'est elle qui vous dira où vous êtes réellement exposé. Au fond, Patch de Planète n'est ni le sauveur ni le fossoyeur de la sécurité. C'est un miroir grossissant. Il rappelle que la sûreté du monde numérique n'a jamais reposé sur la seule puissance de calcul, mais sur des mains humaines et la confiance qu'on leur accorde. La machine ne fait qu'accélérer le film. Reste à savoir si on accélère vers la réparation ou vers la prochaine noyade. Et ça, aucun modèle ne le décidera à notre place. Vous écoutiez Patch de Planète, l'IA qui corrige les failles. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.